Christophe a longtemps cherché l'endroit où il passerait le reste de sa vie. Il est parti à la retraite, mais il a encore dû travailler pendant sa retraite. Il était heureux de travailler, mais il comprenait que sa précision n'était plus la même entre ses mains, et ses yeux n'avaient plus cette clarté. Donc, dès qu'on lui a trouvé un remplaçant, il a dit au revoir à tous et s'est retiré. Monsieur Barrois était le chef du service de chirurgie pédiatrique pendant 25 ans. Il n'était pas seulement médecin par profession, il était un médecin béni par Dieu. Il a sauvé tant de vies humaines, même celles des plus petits, qu'on ne pouvait pas les compter. Monsieur Barrois avait de nombreuses récompenses, des diplômes et un rêve, il voulait passer sa vieillesse à la campagne. Acheter une petite maison confortable avec, de préférence, un lac ou une rivière à proximité pour pouvoir pêcher. Il a longtemps cherché une maison. Finalement, à 50 km de la ville, il a trouvé exactement ce dont Christophe rêvait. Il a consacré toute sa vie à son travail et n'a pas réussi à fonder une famille. Quand il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Il se rassurait en se disant que tous les enfants qu'il avait sauvés étaient aussi ses enfants. Et en réalité, de nombreuses familles, celles dont les enfants avaient été sauvés par lui, entretenaient des liens avec lui, ils le félicitaient pour les fêtes, s'intéressaient à sa santé, l'appelaient souvent et venaient avec une seule question. « Monsieur Barrois, avez-vous besoin de quelque chose ? Dites-le simplement. » Mais il souriait seulement, « J'ai tout ce dont j'ai besoin, tout va bien. Si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-nous. » C'étaient des personnes complètement différentes, des ouvriers qui avaient travaillé toute leur vie dans une usine, des procureurs, plusieurs hommes d'affaires. Et la personnalité la plus colorée était probablement Léon, un criminel notoire. Monsieur Ducos, c'est comme ça qu'il s'appelait officiellement, mais Léon était un nom bien établi dans certains cercles. Leur rencontre avait été très mouvementée. Ce jour-là, Christophe était de garde, la température du chirurgien de service avait augmenté et le département avait renvoyé ce dernier chez lui, et Christophe l'avait remplacé. Personne ne l'attendait à la maison de toute façon, il pouvait donc se permettre de rester à tout moment. Il n'y avait pas de patient grave, il avait visité les chambres, souhaité une bonne nuit à tout le monde et était déjà en train de se rendre dans son bureau pour lire un livre avec une tasse de café chaud. Mais dès qu'il est entré, une infirmière est entrée précipitamment dans le bureau. « Oh, monsieur Barrois, vite! Ils ont amené un garçon. » Son père, complètement incohérent, agite un pistolet et détruit tout. Il s'est précipité vers la salle d'urgence en pensant que l'infirmière exagérait. Mais il s'est trompé. Il faisait vraiment très chaud là-bas. Sur la civière se trouvait un jeune garçon pâle d'environ 8 ans, à côté de lui se tenait un homme avec un pistolet dans les mains. Les infirmières se tenaient dans les coins, l'homme criait. « Médecin! Où est le médecin? Je vais tous les tuer. » Monsieur Barrois sursauta, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu une telle situation. « Je suis médecin. Que s'est-il passé? Toi? Aide mon fils, tu m'entends? Si tu arrêtes de brandir ton arme et que tu expliques ce qui se passe, alors je pourrai t'aider. » Il écarta l'homme et se pencha sur le garçon, blessure par balle. « À la deuxième salle d'opération, vite !» Les infirmières s'affairaient, emmenant rapidement le garçon dans le couloir. Christophe se retourna vers l'homme, « C'est toi qui l'as blessé ?» L'homme regardait le médecin avec incompréhension, puis regarda sa propre main tenant le pistolet. Il parut s'effondrer. « Non, j'ai beaucoup d'armes chez moi. Je les ai toujours gardées fermées, mais j'ai oublié cette fois-ci. Eric aime ce genre de choses. Il a dû grimper pour jouer et le coup est parti. Médecin, aidez-moi. » Il ne répondit rien, partit vers la salle d'opération. L'opération dura plus de 3 heures, le garçon avait perdu beaucoup de sang. Lorsqu'il sortit, il vit immédiatement une scène très intéressante. Dans le couloir, une femme délicate et belle frappait les joues d'un homme immense qui, il y a quelques heures à peine, agitait un pistolet et terrorisait tout le personnel. Elle pleurait et le frappait, et il ne résistait pas. Il se tenait simplement là, la tête baissée.
Les jeunes gens. La femme se retourna et se précipita vers lui. Eric. Comment va-t-il? Tout va bien, les blessures sont graves, mais il survivra. Et étant donné que c'est encore un enfant, il ne devrait pas y avoir de conséquences graves. Il a perdu beaucoup de sang. Si la balle était tombée à 2 mm sur la gauche, je n'aurais pas pu aider. La femme commença à s'effondrer, l'homme la souleva dans ses bras. Médecin, je te remercie, je ne serai pas redevable envers toi. Une infirmière arriva immédiatement vers la femme avec un tabouret. On l'installa dessus, et Christophe se tourna de nouveau vers cet homme imposant. « Je dois appeler la police. »« Je comprends, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de la police. » Il tendit la main. « Je suis Monsieur Ducos, tu peux m'appeler Lion. » Monsieur Barrois haussa un sourcil. « Lion ? Le lion en question ?» L'homme sourit timidement. « Oui, exactement celui-là. » Christophe fit un petit rire. « Eh bien, dans ce cas, il n'y aura certainement pas de problème avec la police, tout sera arrangé. Venez me voir dans 15 minutes, je vous expliquerai ce qu'il en est et ce qui est nécessaire. Comme vous le savez, notre hôpital est public, donc nous n'avons pas de bons médicaments. Nous, bien sûr. » Mais l'homme interrompit le médecin. « Médecin, vous comprenez? Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, même depuis les États-Unis. » Alors, grâce à Lyon, un appareil d'échographie ultra moderne fit son apparition à l'hôpital. Même la clinique la plus prestigieuse de la ville n'en avait pas un aussi avancé. Bien sûr, Lyon voulait remercier personnellement Christophe, mais ce dernier refusa catégoriquement. « Si tu veux me remercier, achète quelque chose pour l'hôpital. »« Bien sûr que je vais acheter quelque chose, dis-moi simplement ce que tu veux en cadeau. Tu veux une villa? Une maison au bord de la mer? Dis-moi juste ce que tu veux. Je n'ai besoin de rien, je vis seul et je suis très bien dans mon appartement. Tu n'as même pas de voiture, au moins? Tu as ton permis? J'ai mon permis, mais je n'ai jamais vraiment pensé à avoir une voiture. Je l'utilise seulement pour aller à la pêche avec des amis. Tu vas à la pêche? Oui, je pêche. Peu de temps après que Eric soit sorti de l'hôpital, quelqu'un sonna à la porte de l'appartement de Christophe. Un jeune homme était là. « Pouvez-vous signer ici, s'il vous plaît? » Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme une livraison. Christophe signa, et le jeune homme lui tendit une enveloppe et des clés. Tous les documents sont là, et la voiture est enregistrée à votre nom. Contrôle technique et assurance dans la boîte à gants. Christophe ne comprenait rien, c'est une sorte d'erreur. Quelle voiture? Le jeune homme mentionna la marque, et Christophe ne comprit que la combinaison familière de 3 lettres dans tout le long nom. C'est un petit geste de remerciement de la part de Monsieur Ducos. Il a emmené sa famille à la mer, alors il n'a pas pu le remettre lui-même. Le jeune homme dit au revoir et s'éloigna rapidement en descendant les escaliers. Christophe resta là un moment, puis enfila sa veste et descendit. Il vit immédiatement ce monstre, un énorme 4x4 avec de larges pneus, et le coffre était rempli de presque tout le magasin de pêche. Sachant qui était Lyon, Monsieur Barrois savait qu'essayer de rendre le cadeau serait une perte de temps. Alors il partit à la pêche dès le premier week-end. Il en eut beaucoup de souvenirs. La voiture était si confortable qu'il y passa la nuit et dormit profondément. C'est plus tard, en choisissant sa maison, que Christophe réalisa que ce cadeau avait certainement joué un rôle dans sa décision de déménager à la campagne. La maison était exactement comme Christophe l'imaginait. D'un bleu vif, assez grande pour une maison de campagne. Une cour bien entretenue, une petite pergola, une clôture haute mais pas totalement fermée, faite de simples lattes en bois. Il décida immédiatement qu'il la peindrait, mais il n'avait pas encore décidé de la couleur. Après avoir fait le tour de la maison, du jardin, des dépendances, Christophe était satisfait, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Il n'a même pas cherché à négocier, il a conclu l'affaire avec le vendeur en lui serrant la main. Celui-ci demanda cependant
Peut-être faire un rabais? Peut-être par politesse, car il est d'usage de négocier. Mais Christophe fit un geste de la main. Ah, non, ce n'est pas nécessaire. Que tout le monde soit content. Il retourna en ville pour un court moment. Il rendit son appartement, rassembla ses affaires, les chargea dans la voiture et partit vers la liberté. Il a toujours vécu en ville, et ses grands-parents aussi vivaient en ville, donc il ne savait pas ce que c'était de vivre à la campagne. Dès le premier jour, il s'occupa de mettre de l'ordre, jeta les vieux meubles. Il ne s'était pas écoulé une demi-heure avant qu'une femme âgée et un homme n'arrivent à sa porte. « Bonjour, nous sommes vos voisins. Voici, la maison jaune en face. Je suis Anne, et voici mon mari Laurent. Pourquoi vous épuisez-vous tout seul? Les voisins sont là pour aider. » Christophe regarda avec étonnement Anne qui retroussa ses manches, lui prit le chiffon des mains et commença à nettoyer. Christophe se tourna vers Laurent, qui était le portrait typique d'un homme de la campagne, une envergure impressionnante, les mains comme des pelles. Il devait avoir une soixantaine d'années, mais même maintenant, il pourrait assommer un taureau d'un coup de poing. « Eh bien, allons-y » Christophe sourit, tout comme il se doit, peu de mots, beaucoup d'action. Ils sortirent les vieux meubles, ne laissant que le grand miroir antique, puis commencèrent à apporter ce que Christophe avait amené. Les déménageurs déchargèrent tout dans la remise et ils durent faire un bon effort pour sortir les meubles par une petite porte. À la fin de la journée, tout brillait de propreté. Étrangement, les meubles modernes et lumineux s'intégraient parfaitement à l'intérieur de la maison de campagne. Pendant qu'ils travaillaient, ils firent connaissance. Anne et Laurent avaient vécu toute leur vie dans ce village. Ils avaient 3 enfants. Ils avaient même 5 petits-enfants, l'un d'eux étant déjà marié. Une chose assombrissait la vie de Anne et Laurent, leurs enfants vivaient dans différentes villes, le plus jeune étant à plusieurs milliers de kilomètres. Certes, chaque année, tous les enfants venaient rendre visite à leurs parents pour leur anniversaire. Le destin voulut qu'ils aient leur anniversaire le même jour, bien que la différence d'âge soit de 6 ans. Ils se révélèrent être des gens sympathiques, et quand ils apprirent que Christophe était intéressé par la pêche, Anne éclata de rire. « Eh bien, enfin, Lechka, tu as enfin trouvé quelqu'un qui partage ta passion. Laurent, et vous, vous êtes aussi passionné de pêche? » Anne devança son mari. S'il le pouvait, il irait vivre au bord du lac. Laurent se contenta de croasser. « Eh bien, Anne, je ne pêche que pour me détendre. » Puis il se tourna vers Christophe. « Quel type de canne avez-vous? » Christophe sourit. « J'en ai beaucoup. Je ne sais même pas comment les utiliser. Peut-être pourriez-vous jeter un coup d'œil. » Bien sûr, c'est possible. Anne a immédiatement commencé à partir. « Monsieur Barrois, venez chez nous, pour du lait, du fromage blanc, ou juste pour passer du temps. » Anne s'en alla, et Christophe emmena Laurent vers la voiture. « C'est bien que nous ayons fait connaissance, car j'aime la pêche, mais j'ai toujours utilisé une seule canne. Et là, on m'a fait un cadeau. » Christophe ouvrit le coffre de la voiture, et Laurent siffla d'admiration. Anne arriva pour rappeler à son mari d'aller dormir et découvrit cette scène. Christophe et Laurent étaient assis directement sur le sol, éclairés par les phares de la voiture, discutant vivement d'un autre appât. Anne soupira. « Laurent, tu viens te coucher? » »« Oui, bien sûr, mais plus tard. »« Va te coucher. » La femme fit un geste de la main et partit dans la maison. La vie de Christophe commençait lentement à prendre un cours tranquille et rural, et il ne regrettait pas d'avoir pris cette décision. En général, la vie à la campagne était plus calme, plus lente. Mais en même temps, elle semblait avoir une certaine importance, une sorte de gravité. De plus, il fallait mériter le respect dans le village. Le fait que vous veniez de la ville, que vous ne soyez pas pauvre et que vous n'ayez pas de problème avec l'alcool ne signifiait rien. Mais d'un coup, Christophe était devenu une personne remarquable. Le village avait son propre dispensaire, où les accouchements étaient même pratiqués. Il y avait même un petit hôpital de 10 lits. Mais comme partout ailleurs, tout était en ruine.
Il ne restait qu'une petite maison que tout le monde appelait l'ambulance, et une jeune fille qui était venue ici travailler comme infirmière. Bien que le lit, les lampes et même certains vieux équipements aient été conservés. Tout était depuis longtemps obsolète, mais avait été nettoyé par la jeune fille pour donner une certaine dignité. Un soir, alors que Christophe s'occupait de ses cannes à pêche dans la cour, se préparant à partir à la pêche, il remarqua une agitation dans la rue. Il jeta un coup d'œil par la porte, les gens se précipitaient vers le centre du village. Il décida de se joindre à eux, et Anne vint à sa rencontre en courant. « Christophe, dépêche-toi. Il y a un enfant là-bas. » Monsieur Barrois se mit à courir. Devant le magasin se trouvait un garçonnet d'environ 6 ans. Christophe comprit immédiatement qu'il était tombé d'un arbre, son bras et sa jambe étaient tordus de manière anormale. Mais ce n'était pas le plus grave. Il y avait une grande plaie à son cou, d'où la vie s'échappait avec un liquide rouge sombre. À côté, une jeune fille du poste de secours était assise, désemparée. Elle se tourna vers Christophe, « L'ambulance n'arrivera que dans 1 heure. » La mère était assise à côté du garçon. Elle regardait la jeune fille avec des yeux horrifiés et murmura, « Faites quelque chose, je vous en prie. » Tout le monde savait que le garçon n'avait plus que 20 minutes, peut-être une demi-heure de vie. Christophe s'orienta rapidement, regarda la foule de gens. « Vite, à l'infirmerie. Trouvez quelque chose de plat pour le transporter. » Les gars se précipitèrent dans le magasin, retirèrent la porte de ses gonds en 1 seconde, délicatement transférèrent le garçon qui ne réagissait déjà plus. Ils se dépêchèrent de le transporter presque en courant jusqu'au dispensaire et le déposèrent sur le lit d'examen. Christophe remarqua la détresse de la jeune fille en blouse blanche. Il la prit par les épaules. « Si tu ne te ressaisis pas, le garçon va mourir, tu comprends ?» Elle acquiesça. Christophe se lava les mains pendant que la jeune fille préparait rapidement des flacons de médicaments, des fils et un scalpel. Christophe regarda par la fenêtre et repéra la mère du garçon. « Connaissez-vous son groupe sanguin ? » « Deuxième positif, nous l'avons récemment vérifié. J'ai besoin d'une personne en bonne santé avec le même groupe sanguin. » « Mais exactement le même. » 1 heure plus tard, lorsque l'ambulance arriva, le garçon reprit conscience. Il regardait Christophe avec effroi, mais il était trop faible pour parler. Les ambulanciers emmenèrent le garçon et les médecins étaient stupéfaits, recoudre des vaisseaux dans de telles conditions. Depuis ce jour, la mère priait simplement pour Christophe, et les villageois le saluaient respectueusement, s'inclinant légèrement. La vie de Christophe devint paisible et très calme. De temps en temps, une femme du village lui apportait de lait, des bailles ou de la viande fraîche après l'abattage. Christophe essayait toujours de payer, il avait de l'argent, mais les femmes étaient sincèrement offensées. Il finit par comprendre à quel point les villageois étaient différents des autres. L'argent n'y faisait pas loi. Non, bien sûr, il avait une certaine importance, mais il n'était pas au-dessus des relations humaines. Au début du printemps, Christophe et Laurent décidèrent d'installer un moteur sur leur bateau pour aller pêcher sur l'eau. Le voisin était doué de ses mains, et Christophe avait encore le moteur dans ses affaires offertes par Lyon. La cour était en désordre, avec des planches, de la résine, des haches. En soirée, une forte pluie et du vent se levèrent, alors les hommes décidèrent de laisser ce projet pour le lendemain. Christophe venait de s'asseoir pour boire du thé lorsque le vent souffla si fort que quelque chose cognait dehors. Christophe n'avait aucune envie de sortir par ce mauvais temps, mais les coups continuaient. Il ne lui restait plus d'autre choix que de mettre sa veste et de pousser la porte. À peine avait-il ouvert la porte qu'il vit ce qui cognait. Ou plutôt, qui cognait. Devant lui se tenait une jeune femme, complètement nue, sale et couverte de bleu. Elle parvint seulement à dire « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » Après ces mots, la jeune fille s'effondra simplement dans les bras de Christophe. Malgré le fait qu'elle semblait très mince, Christophe eut du mal à la retenir. Comprenant qu'il ne pourrait pas s'en sortir seul, il déposa la jeune fille dans le couloir, la couvrit d'une couverture et se précipita de l'autre côté de la route. Il tambourina à la fenêtre. « Laurent !
Viens m'aider. Laurent sortit presque immédiatement dans la rue, suivi de Anne. Ils ne savaient pas de quoi Christophe avait besoin, mais dès qu'ils entendirent le mot aide, ils abandonnèrent tout et se mirent à courir. Lorsqu'Anne vit la jeune fille, les larmes lui montèrent aux yeux. Laurent la porta sur le canapé et la jeune fille reprit conscience pendant un certain temps. « S'il vous plaît, ne prévenez pas la police, je vous en prie. » 2 heures plus tard, la jeune fille, propre et avec ses blessures traitées, était assise sur le canapé dans la robe de chambre de Christophe Yevgenievitch. « Qui es-tu ? » ?»« Je m'appelle Catherine. »« Comment es-tu arrivée ici, dans un tel temps et nu ? » ?»« J'ai fui. » Christophe et Laurent échangèrent un regard. « De qui as-tu fui ? » ?»« C'est une longue histoire. Nous avons beaucoup de temps jusqu'au matin, alors raconte. Nous déciderons ensuite quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi tu as si peur de la police. Il y a 3 mois, j'étais censé quitter, d'une manière ou d'une autre, l'orphelinat. Moi et quelques autres filles. Nous vivions toutes dans la même chambre. J'ai été à l'orphelinat depuis ma petite enfance, donc j'avais de grands projets pour cette nouvelle vie que je n'avais jamais vue. Les filles étaient un peu plus calmes, car elles savaient que la vie derrière les portes n'était pas si paradisiaque. Mais j'ai eu de la chance, je pensais que j'avais beaucoup de chance. Ce jour-là, lorsque nous devions déjà quitter notre maison, le chef de la police de notre ville est venu pour nous donner des mots d'adieu. C'était si solennel que mon cœur bondissait hors de ma poitrine. Il nous a souhaité à tous un bon voyage. Nous nous dirigeons déjà vers la sortie quand il m'a appelé. Il a dit qu'il avait examiné tous nos certificats, discuté avec les enseignants et qu'il voulait nous proposer d'intégrer une école de police. C'est à ce moment-là que j'ai failli m'évanouir. Je n'ai jamais dit à personne que c'était mon rêve secret. Bien sûr, je voulais, c'était juste un fantasme. Quand on m'a dit de rassembler mes affaires et de partir dans 1 heure, les filles m'enviaient, c'était une telle chance. Nous avons roulé pendant un long moment, et j'ai été surpris de constater que l'école de police était située en pleine forêt. Mais Alain a répondu que tout était adapté aux conditions extrêmes. Je me suis calmé et j'ai même somnolé. Je me suis réveillé lorsque les mains de Alain ont commencé à fouiller sous mon pull. J'ai essayé de me dégager, mais il m'a frappé. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé dans une pièce sans fenêtre, où il y avait d'autres filles. Je connaissais certaines d'entre elles, elles avaient toutes quitté l'orphelinat un peu avant moi. Une d'entre elles il y a même 1 an. J'allais mal, je criais, je frappais à la porte. Elles m'ont dit que tout était inutile, que personne ne s'échappait d'ici. J'ai appris toute l'histoire plus tard. Le directeur de notre orphelinat a tué quelqu'un il y a 1 an, il était ivre à ce moment-là et risquait une lourde peine de prison. Le chef de la police l'a sauvé, et notre directeur devait lui fournir des filles. Qui d'autre chercherait des filles comme nous ? Et Alain n'était pas paresseux, il venait souvent à l'orphelinat et savait toujours qui viendrait vers lui. Nous vivions toutes comme dans un harem. Ceux qui refusaient étaient rééduqués. C'est ainsi qu'ils m'ont traité. Comment as-tu réussi à t'échapper ? Le fait que je résiste n'avait aucune importance. Et 2 mois plus tard, j'ai dit à monsieur que j'étais enceinte. Ils m'ont emmené dans une sorte de clinique privée, et quand ils m'ont ramené de là-bas, j'ai sauté de la voiture en marche, je ne me suis rien cassé, juste quelques contusions. J'ai réussi à m'enfuir pendant qu'ils s'arrêtaient pour me poursuivre. J'ai marché toute la nuit, et la journée aussi, et je suis arrivé ici. Je sais qu'ils me chercheront et me trouveront forcément. Ils ne me laisseront pas tranquille aussi facilement, c'est pourquoi je vais juste me reposer et partir demain matin. Laurent ricana, elle va s'enfuir, mais où vas-tu courir ? Je suppose que ces gens vous trouveraient n'importe où. Je ne me rendrai pas, je préfère qu'ils me tuent. Anne pleurait, pauvre fille. Pauvre fille. Alors maintenant, il n'y a plus aucun espoir en la police ? Alors que faire alors ? Christophe se leva, bon, allez, Catherine, va dormir.
Je ne pense pas qu'ils commenceront à fouiller les maisons sans savoir immédiatement. Nous allons réfléchir ici pour le moment. Christophe voulait lui montrer le lit, mais Catherine était déjà endormie, appuyée contre la coudoir du canapé. Anne regarda son mari. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Emporte la fille sur le lit. » Lorsque Catherine fut placée sur le lit, ce qui déclencha une nouvelle vague de larmes chez Anne, quelque chose d'étrange se produisit. La jeune fille, dès qu'on la prit dans les bras, commença à se débattre dans son sommeil et à murmurer « Non, non, s'il vous plaît, non ». Ils se rassemblèrent dans la pièce. « Bon, que devons-nous faire alors ?» Laurent regarda Christophe, qui réfléchit. Il réfléchit et se remémora. Un jour, Léon lui avait dit que si un jour il avait besoin d'une aide particulière, celle qu'il pouvait fournir, il suffisait de l'appeler. Monsieur Barrois leva la tête. « Je suppose que si la police est impuissante ici, nous devons nous adresser à ceux de l'autre côté. » Anne s'agita. « Tu veux dire les criminels. Mais où les trouver ?» Christophe sortit son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Ducos ? » « Bonjour. C'est Monsieur Barrois ? » « Bien sûr, je vous reconnais. » « Comment va Eric ? » « Tout va bien. Il va au stand de tir, il apprend à manier les armes. » « Mais vous n'appelez pas à cette heure presque minuit pour ça, n'est-ce pas ? » ?»« Pas pour ça, vous avez raison. J'ai besoin de votre aide, d'une aide considérable. » « Vous êtes dans votre village ? » « Comment le savez-vous ? » « Je sais tout. » « Oui, je suis chez moi. » « Vous voulez des combattants ? » « Oui, autant que possible. » Christophe fut intérieurement admiratif du gangster Léon, pas de mots superflus. « Nous partons, il est grand temps pour les gars de se dégourdir. » Christophe raccrocha, et Anne le regarda. « Et maintenant ? » ?»« Nous allons boire du thé. Attendre 2 heures. » Au bout d'1 heure et demie, une voiture s'arrêta devant la maison, puis une autre, et encore une autre, toutes des jeeps identiques. Christophe en comptait 6 au total. Seuls Léon et 3 autres hommes entrèrent dans la maison. Il a immédiatement serré Monsieur Barrois dans ses bras et a tendu la main à Laurent. Léon. Laurent. Il regarda Anne. Les dames sont, elles, au courant ? Un peu, nous allons tout expliquer maintenant. Lorsque Monsieur Barrois eut fini de raconter, Léon resta silencieux pendant un moment, puis parla. Savez-vous pourquoi je suis entré dans le crime ? Parce que ce salaud de chef de police, alors qu'il était encore enquêteur, a fabriqué des preuves, soudoyé des témoins et fait condamner mon frère à la place du sien. Mon frère, qui avait un cœur malade, n'était pas coupable. Il n'a survécu qu'1 an en prison. C'est bien que vous m'ayez appelé, c'est juste. Il faut réveiller la fille, j'ai besoin de savoir où c'est. Quand Catherine sortit et vit de grands hommes chauves, elle voulut s'enfuir, mais Laurent eut le temps de la retenir. « Ne t'inquiète pas, ces gens vont t'aider. » Catherine regardait tout le monde avec méfiance, mais elle finit par s'asseoir à table. Léon parlait au téléphone avec quelqu'un, à propos du même chef de police. Il semblait qu'il mettait en place une surveillance sur lui. Alain était à la maison, apparemment il n'avait pas encore été informé de l'incident. Le plan de Léon était simple, il se rapprocherait le plus possible du lieu du fameux harem. Évidemment, la fille ne pourrait pas le localiser précisément, mais il serait tout de même obligé d'informer le chef de police qu'une fille s'était échappée. Lui seul pourrait déclencher le plan d'interception en la considérant comme une criminelle. Logiquement, le chef de police devrait se rendre dans son repère, et c'est là qu'il le trouverait précisément. Léon avait tout bien pensé. Catherine montra où elle était sortie. Elle se souvenait, car il y avait une vieille guérite de la police de la circulation. Elle se souvenait du trajet qu'elle avait fait et où il l'avait emmenée. Léon dit à la fille de se cacher, que ce soit dans l'armoire ou dans la cave. Puis il partit, laissant 2 personnes en guise de protection, au cas où. Au bout de 24 heures, toutes les nouvelles à la télévision parlaient d'une chose,
le chef de police capturé pour un crime horrible. On l'avait trouvé dans son propre harem. Nu, attaché avec une lettre explicative. Quelqu'un avait appelé le bureau du procureur général et envoyé par courrier électronique des photos des esclaves. Lion est venu chez Christophe pendant seulement 1 minute. Il dit : « Je veux qu'on lui explique quelque chose en prison. La mort est trop facile pour lui. » Catherine était une fille très gentille, elle prit immédiatement en charge toutes les tâches domestiques, et surtout la cuisine, que Christophe ne supportait pas. On l'appela plusieurs fois pour témoigner. Il ne restait personne à la police, tout un nouvel effectif avait été envoyé. Après le procès, Catherine dit : « Je suppose que c'est le moment pour moi. J'ai déjà trop longtemps profité de votre hospitalité. » Christophe soupira, il s'était déjà tellement habitué à ce que Catherine vive chez lui. Il l'appelait parfois ma petite fille, bien qu'en réalité elle aurait pu être sa petite fille. « Et si tu restais encore un peu ? C'est l'été, de toute façon, tu ne vas nulle part pour étudier. » Catherine rit : « Étudier quoi, vous pensez ? Je dois travailler pour survivre. » Catherine, tu n'as jamais rêvé de devenir quelqu'un ? J'ai rêvé. Je voulais vraiment être médecin, mais seulement pour les enfants. Et à ce moment-là, Monsieur Barrois ne put se retenir : « Catherine, reste, je t'aiderai. Tu iras étudier. Eh bien, disons que tu as retrouvé ton grand-père. » Catherine le regarda avec surprise. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Comme toujours, Anne entra dans la pièce comme une tornade. « Catherine, nous voulons te proposer de vivre chez nous. Où irez-vous tout seul ? » Et là, Catherine se mit à pleurer, et Anne fut déconcertée, et « Je dis quelque chose de travers ? Tout va bien. C'est juste que vous êtes tous si gentils. » Catherine continua de vivre chez Monsieur Barrois. À l'automne, avec son aide bien sûr, elle entra à l'université. Au début, c'était très difficile pour elle, elle manquait de connaissances. Mais à partir de la 3e année, comme par magie, tout devint plus facile. Et à la dernière année, elle rencontra le petit-fils de Anne. Ils se sont rencontrés et elle réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre en paix. Et le petit-fils de Anne a refusé de quitter sa grand-mère, le village s'enrichissant d'une nouvelle famille. Christophe proposa aux jeunes de venir vivre dans son appartement, mais ils dirent qu'ils voulaient être près de leurs proches. Quand Monsieur Barrois et tous ses nouveaux parents accueillirent Catherine à la maternité, il réalisa soudain qu'il vivait une vie très heureuse. Non, il était déjà heureux auparavant, mais c'était un sentiment complètement différent maintenant.